Imaginez un temps où la Loire n'était pas une simple frontière, mais l'artère vitale d'une cité, une voie liquide ouvrant sur l'immensité du monde. Nous sommes en l'an 1600, et devant nos yeux se déploie Nantes, une ville où l'eau dicte le rythme de chaque jour, un carrefour où se croisent les fleuves et les destins. Comment cette cité portuaire, nichée au confluent de la Loire et de l'Erdre, a-t-elle pu s'élever pour devenir un pôle économique et culturel majeur de la France atlantique, bien avant que son nom ne résonne à travers les siècles pour d'autres raisons? C'est à cette question que nous tenterons de répondre en nous immergeant dans le quotidien de cette époque méconnue. La position géographique de Nantes est, sans conteste, son atout le plus précieux. Stratégiquement placée sur la Loire, à quelques encablures de l'océan Atlantique, elle bénéficie d'une double connexion vers l'intérieur des terres, permettant l'acheminement des produits agricoles et manufacturés, et vers le grand large, ouvrant la porte aux richesses du Nouveau Monde. Le tracé de la ville en cette année 1600 est encore marqué par ses fortifications médiévales, des remparts protecteurs qui enserrent un cœur battant d'activité. Les ponts, rares et précieux, relient les différentes rives et les îles encore distinctes, comme l'île Feydeau ou l'île Gloriette, ces lambeaux de terre qui, bien plus tard, seront rattachés au continent par l'ingéniosité humaine. La Loire et l'Erdre ne sont pas de simples cours d'eau, elles sont les artères de la vie nantaise, des voies de communication incessantes, des sources d'approvisionnement et d'énergie. La vie quotidienne à Nantes en 1600 est une symphonie de bruits et d'odeurs. Le cliquetis des charrettes sur les pavés inégaux se mêle aux cris des marchands vantant leurs produits, aux appels des marins manœuvrant leurs navires et au martèlement des artisans affairés dans leurs ateliers. L'air est imprégné d'un mélange d'épices venues d'ailleurs, de l'odeur salée du poisson frais, de la fumée des cheminées et du parfum des tanneries. Une foule bigarrée peuple les rues, marchands drapés de velours, marins au visage buriné par le vent marin, artisans en blouse de travail, paysans venus des campagnes environnantes, et des figures plus rares comme les nobles et les clercs, reconnaissables à leurs atours. L'éclairage est rudimentaire. La nuit, seules quelques lanternes vacillantes percent l'obscurité, laissant le reste de la ville à la merci des ombres. La vie s'organise donc autour du cycle du soleil, la lumière naturelle étant le principal guide. Le rôle du fleuve Loire est central. Il est le garde-manger de la ville, fournissant poissons et gibier. Il est aussi le chemin du bois, des pierres et des récoltes qui nourrissent et construisent la cité. Mais surtout, il est l'axe commercial par excellence. Des gabarres et des chalands, ces embarcations à fond plat adaptées à la navigation fluviale, remontent et descendent le fleuve sans cesse, transportant marchandises et passagers. Et sur les quais, des navires de haute mer, aux voiles parfois encore repliés, se préparent à affronter l'océan, témoin silencieux des ambitions lointaines de Nantes. Le climat politique et social de l'époque est marqué par un souffle nouveau. L'année 1600 n'est que 2 ans après la promulgation de l'édit de Nantes par Henri IV en 1588, un acte fondamental qui met un terme aux longues et sanglantes guerres de religion. La ville, qui fut un bastion catholique durant ces conflits, doit désormais apprendre à coexister avec ses habitants protestants, bénéficiant d'une relative tolérance. La présence royale se fait sentir, et l'administration locale s'efforce de maintenir l'ordre dans une société où les tensions sociales persistent. La hiérarchie est bien établie. Au sommet, la noblesse et le clergé, suivis par la bourgeoisie marchande et artisanale, et enfin, la masse des travailleurs et des plus démunis. Nantes, en 1600, est une ville en pleine effervescence. Un creuset où l'histoire s'écrit au fil de l'eau et sous l'œil vigilant d'un château qui a vu tant de souverains. Au cœur de cette cité vibrante se dresse le majestueux château des ducs de Bretagne, un colosse de pierre qui, en 1600, n'est pas seulement un vestige du passé ducal, mais un symbole puissant du pouvoir royal désormais établi.
Ses murailles imposantes et ses tours massives témoignent d'une architecture militaire pensée pour la défense, avec des douves profondes et des remparts prêts à repousser toute menace. Mais au-delà de sa fonction défensive, le château est une résidence, un lieu de vie et d'intrigue, où les décisions qui façonnent le destin de la ville sont prises. Il incarne la continuité d'une autorité, passant des ducs bretons au roi de France, et sa présence rappelle à chacun la hiérarchie et l'ordre établi. Non loin de là, la cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul s'élève vers le ciel, mais en 1600, elle est encore un chantier perpétuel, un témoignage de l'ambition et de la persévérance humaine. Commencée des siècles auparavant, sa construction lente et laborieuse reflète les aléas de l'histoire. Malgré son inachèvement, elle est le cœur spirituel de Nantes, un lieu de prière, de rassemblement et de célébration. Les messes et les cérémonies religieuses rythment la vie quotidienne des Nantais, pour qui la foi est une toile de fond essentielle de leur existence. La religion imprègne tous les aspects de la société, des rituels de naissance aux rites funéraires, en passant par les fêtes patronales qui animent les rues de la ville. La vie économique, quant à elle, pulse dans les marchés et sur les quais. La place du Bouffay, avec ses étals colorés et ses marchands bruyants, est un centre névralgique où s'échangent une multitude de produits. On y trouve des denrées alimentaires fraîches, venues des campagnes environnantes, mais aussi des textiles, des épices exotiques et même des produits coloniaux, signes avant-coureurs de l'expansion maritime nantaise. Ces marchés sont le théâtre d'échanges incessants, où les prix se négocient avec passion et où l'on prend le pouls de la cité. Le commerce maritime et fluvial, vital pour Nantes, s'appuie sur un réseau complexe de corporations de métiers. Charpentiers de marine, tonneliers, cordiers, voiliers. Chacun a son rôle bien défini, sa place dans cette machinerie économique bien huilée. Ces corporations garantissent la qualité des produits, protègent les intérêts de leurs membres et maintiennent un certain ordre social. Le port de Nantes est une fourmilière incessante. Sur les quais de la Fosse ou de la Bourse, l'activité ne connaît pas de répit. Des montagnes de marchandises sont chargées et déchargées. Vin, sel, céréales, bois, mais aussi des produits plus lointains comme le sucre, le tabac et les épices. Les navires, de toute taille et de toute provenance, accostent et repartent, leurs mâts se balançant au gré des marées. Des marins aux langues diverses, venus de Bretagne, de Gascogne, d'Angleterre ou d'Espagne, animent les tavernes et les rues adjacentes. Les armateurs et les négociants, véritables piliers de la prospérité nantaise, orchestrent ce ballet incessant, investissant leurs capitaux, prenant des risques et tissant des réseaux commerciaux qui s'étendent bien au-delà de l'estuaire de la Loire. Leur audace et leur vision sont les moteurs de l'enrichissement de la ville. L'architecture civile de Nantes en 1600 raconte aussi une histoire. Les maisons à colombages, avec leurs façades en bois et leurs toits pentus, côtoient quelques hôtels particuliers plus cossus, signe d'une richesse grandissante. Le bois, la pierre de tuffeau calcaire et l'ardoise sont les matériaux de prédilection, façonnant des rues étroites et sinueuses, organisées en quartiers distincts, chacun avec son identité propre. Enfin, l'éducation et la culture ne sont pas en reste. Les écoles religieuses et les collèges offrent un enseignement aux jeunes garçons, souvent destinés à former les futurs clercs ou les élites marchandes. La présence de libraires, bien que modeste, témoigne d'un accès croissant à l'écrit, et les livres, souvent religieux ou juridiques, commencent à circuler. Les divertissements populaires, comme les fêtes religieuses, les processions et les marchés animés, ponctuent la vie des Nantais, offrant des moments de répit et de convivialité dans une existence souvent rude. Nantes, en 1600, est une ville où la vie s'organise autour de ses piliers, le pouvoir, la foi, le commerce et une culture en pleine effervescence. Pourtant, cette vie nantaise foisonnante n'est pas exempte de défis. La cité du XVIIe siècle doit faire face à des menaces constantes. Les épidémies,
fléau récurrent de l'époque, décimant régulièrement la population, et l'hygiène urbaine rudimentaire ne fait qu'aggraver la situation. Les rues étroites, souvent encombrées de détritus, sont des foyers de maladies. L'eau, bien que présente en abondance grâce à la Loire, n'est pas toujours salubre. Les risques d'inondation, avec les crues capricieuses du fleuve, demeurent une préoccupation majeure, menaçant les habitations et les activités portuaires. La criminalité, inhérente à toute grande ville portuaire, est également une réalité, et la justice de l'époque, souvent expéditive et brutale, tente de maintenir l'ordre social dans ce bouillonnement humain. Mais comment cette Nantes de 1600 a-t-elle évolué pour devenir la ville que nous connaissons aujourd'hui? Les fondations posées à cette époque, notamment l'ouverture sur le monde via son port et son dynamisme commercial, ont profondément influencé son développement futur. La croissance démographique est constante et l'expansion urbaine, bien que freinée par les fortifications pendant un temps, pousse la ville à s'étendre au-delà de ses remparts. Au fil des siècles, Nantes se transforme, s'adapte, et son rôle dans le commerce triangulaire, bien que sombre et controversé aujourd'hui, fut une phase historique indéniable de son évolution économique, la propulsant parmi les plus grands ports d'Europe. Cette période, avec ses richesses et ses horreurs, a laissé une empreinte indélébile sur la ville, façonnant son identité et sa mémoire collective. Aujourd'hui encore, des traces de cette Nantes de 1600 sont visibles pour qui sait regarder. Le majestueux château des Ducs de Bretagne, restauré et magnifié, se dresse comme un témoin immuable de son passé ducal et royal. La cathédrale Saint-Pierre et Saint-Paul, enfin achevée après des siècles de construction, domine le ciel nantais, rappelant l'importance de la foi. Certaines rues du centre historique, avec leurs pavés et quelques façades anciennes, murmurent encore les histoires d'antan. La mémoire des lieux est inscrite dans la pierre, dans les noms de rues, dans l'architecture. Et bien sûr, l'influence du fleuve, la Loire, demeure omniprésente. Elle a été le berceau de Nantes, son artère vitale, et même si son cours a été aménagé, si les îles ont été rattachées, son esprit continue de modeler le paysage et l'âme de la ville. Comprendre ce passé est essentiel pour appréhender le présent. La complexité de la vie d'une cité à travers les siècles révèle les forces profondes qui la façonnent. Nantes, en 1600, était déjà une ville de contraste, entre richesse et pauvreté, entre ordre et désordre, entre tradition et ouverture. Cette dualité, cette persistance de l'esprit nantais, entre son ouverture maritime et son ancrage ligérien, est une constante. C'est cette capacité à se réinventer tout en honorant ses racines qui fait la singularité de Nantes. Alors, la prochaine fois que vous flânerez dans les rues de Nantes, prenez un instant. Fermez les yeux et essayez d'imaginer. Écoutez le clapotis de la Loire, les cris des marchands, le frottement des cordages sur les quais. Sentez l'odeur du goudron, du poisson et des épices. Laissez-vous transporter par l'imagination dans cette ville foisonnante de 1600. C'est un voyage dans le temps, une immersion dans une époque où Nantes posait les jalons de sa grandeur future. Nantes, une ville en constante réinvention, dont les racines plongent profondément dans ce XVIIe siècle foisonnant. Un héritage qui continue de vivre et de respirer à travers chaque pierre et chaque courant du fleuve.